Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue au Centre des femmes immigrantes en action. Je remercie toutes les femmes d'être là aujourd'hui, de nous avoir honorés et nous vous avons honorés aussi pour célébrer avec nous la Journée internationale de la femme africaine. Donc, comme vous le savez, le thème de l'ONU cette année, on a célébré la leadership féminin. Et nous avons focusé vraiment sur ces thèmes-là. Voilà pourquoi nous avons invité ce soir les femmes leaders, les femmes qui ont marqué une histoire au Canada, qui est notre pays d'accueil. Et pourquoi pas parler de nous? Si nous, les Africains, on ne parle pas de nous, personne ne parlera de nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes unis aujourd'hui pour parler de la femme africaine au Canada, pour célébrer cette journée-là, qui est très important pour nous. Et le but de la conférence, comme j'ai dit, c'est vraiment le réseautage. On veut bâtir une communauté africaine unie et forte. Et pourquoi aller chercher des services dans d'autres communautés si ta sœur ou a ces services-là? Donc, on veut vraiment se réseauter entre femmes africaines. Aujourd'hui, nous avons 6 panélistes. C'est notre première conférence. J'aimerais un jour qu'on soit 100 et que cette journée-là, ça commence le matin jusqu'au soir, juste parler de nous dans les réseaux sociaux, partout. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une communauté unie. Fait que merci les dames. Vous êtes honorées pour votre travail. Je sais qu'être une femme leader, c'est pas facile. Je porte le même chapeau que vous. Je suis la directrice de Centre de femmes immigrantes en action. Notre centre existe, ça c'est notre 2e année. On a connu beaucoup de problèmes avec COVID-19. Et voilà, aujourd'hui, on est vraiment en mode réseau. Donc, je laisse ma co-animatrice Priska qui va lire la biographie de la première dame qui va présenter. Et sentez-vous à l'aise. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là parmi nous. Merci aussi. Parfait. Merci, Madame Julie, pour la parole et merci à chacune d'entre vous pour votre présence. Nous sommes, comme Julie l'a dit, honorés de votre présence. Et la première panéliste aujourd'hui pour entrer dans le vif de notre conférence est Madame Henriette Ouambo. Et qui est Madame Henriette Ouambo? On va le savoir dans ces quelques lignes. On va essayer de dire un petit peu qui est Madame Ouambo. Donc, elle est née au Cameroun et au Québec depuis l'année 2012. Elle est détentrice d'une maîtrise en droit et elle a fait ses études à l'Institut international des assurances ainsi qu'à l'Institut panafricain de développement. Au Cameroun, elle a créé une association d'entraide au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaillait et elle a milité dans diverses organisations de défense des droits de l'homme. Au Québec, par contre, elle s'est impliquée au conseil d'établissement de l'école secondaire de Saint-Laurent, au comité régional des parents du Nord, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ainsi qu'au conseil d'administration de la 3e avenue. Elle a par la suite cofondé Dernière Demeure Internationale, un organisme sans but lucratif qui soutient les femmes en deuil. Henriette Ouambo est donc une mère de 4 enfants et réside à Gatineau où elle reste très impliquée dans la communauté. Alors, nous espérons que ce palmarès a fait justice à une partie de la description, du descriptif de Madame Ouambo. Et nous vous souhaitons la bienvenue, Madame Ouambo. Et pour suivre avec notre fiche de route, nous avons quelques questions à vous poser, n'est-ce pas? Et donc, la première question que nous avons pour vous, Madame Ouambo, comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise, de travailler à votre compte, malgré les défis autour de l'immigration? C'est la première question que nous avons pour vous aujourd'hui. Oui, allô, Priska? Oui. Oui, c'est ça. Madame Henriette n'est pas encore là. C'est Madame Lucienne
qui Qui devrait va être la commencer? première. On se conforme à la feuille de route. OK. Oui. Donc, Madame, étant donné que Madame Henriette n'est pas là, on va passer au prochain. Ça va être Madame Lucienne. Donc, j'aimerais ça, par exemple, que vous la saluez avant de la présenter pour être sûr qu'elle est avec nous dans la salle. Absolument. Merci. Alors, donc, je salue Madame Lucienne Béatrice Kouadubé. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Et on va vous présenter en ces quelques mots. Elle est titulaire donc d'un baccalauréat en éducation de l'Université Laurentienne et elle est membre en règle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario depuis 2015. Donc, Madame Lucienne est une professionnelle dévouée et exigeante. Elle est passionnée d'équité et de justice. Elle a suivi des cours menant à la spécialisation en enfance en difficulté pour mieux comprendre et mieux aider les jeunes, de même que leur famille a besoin particuliers. Elle mène une carrière de consultante en éducation au Canada et à l'international. Elle a créé et anime un groupe Facebook de plus de 5000 membres, aujourd'hui dédié à l'éducation de l'enfance en difficulté. Elle publie régulièrement des articles et recensions d'ouvrages dans son blog sur World Express, Éducation Consulting, avec pour unique devise « Protégeons ce qui compte le plus pour nous » et dans la revue Pour parler profession de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Voilà un peu ce qui décrit Madame Lucienne. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Et on va reprendre avec la première question pour vous ce soir, qui est comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise, de travailler à votre compte malgré les défis autour de l'immigration? Ce qui résume ma vie, c'est aider les autres. S'il y a quelque chose qui a été dit, c'est mon parcours au Canada, mais vous avez oublié mon parcours au Cameroun que je vais raconter aux gens. J'étais en cabinet d'avocat pour 14 ans avant d'arriver ici en 2012. Donc, je vous ai dit, mon principe, c'est la justice et l'équité. Donc, faire ce que je fais aujourd'hui n'est pas très différent de ce que je faisais comme avocate, aider les gens les plus démunis. Mais pourquoi est-ce qu'il m'est venu l'idée de créer? On va dire qu'au départ, c'était une question de bénévolat. En fait, je me suis retrouvée avec ma fille lorsque je suis arrivée ici en 2012, qu'elle avait une difficulté d'apprentissage. C'est quelque chose qui n'est jamais facile parce que pour le parent, il faut faire le deuil. Ce n'était pas évident pour moi de l'accepter. Je ne vais pas vous mentir, j'ai même cru au départ que c'était une question de racisme jusqu'à ce que je travaille avec ma fille et que je constate qu'effectivement, elle avait des légères difficultés et qu'il fallait résorber. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, j'ai abandonné mon métier d'avocate pour devenir enseignante parce que je voulais soutenir ma fille. Et quand j'ai soutenu ma fille, je me suis rendu compte, lorsque je suis devenue enseignante, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui passaient par cet événement. Mais surtout, je pensais à, c'est international, mais je pensais plus à notre Afrique, où beaucoup de gens, ces enfants, sont considérés comme peut-être des enfants pas normaux ou bien des démons. Il fallait démystifier la chose. C'est ainsi qu'est venue l'idée, lorsque ma fille avait 14 ans, de créer mon groupe Facebook, qui a aujourd'hui 3 ans et qui a environ près de 5000 membres. Le but était d'aider les parents à les soutenir, comme vous l'avez dit dans ma biographie ou bien dans mon parcours. C'était les soutenir, leur venir en aide parce que j'étais passée par là. Le cas de ma fille n'est même pas très difficile par rapport à des parents qui ont des enfants autistes, des enfants qui ont un DTH, mais j'ai dû faire le deuil, c'était ma fille unique, j'ai dû souffrir de cet état, du fait de penser que mon enfant n'était pas commun. Mais en fait, j'avais compris avec le temps que je pouvais apporter beaucoup à ces parents, beaucoup à ces jeunes. J'ai commencé donc par le bénévolat du groupe Facebook. Après, il m'est venu l'idée de créer mon blog où j'écrivais pour aider les parents. Ça fait qu'en période où a commencé le Covid, j'ai écrit beaucoup d'articles dans mon blog où je parlais de la santé mentale des enfants, j'aide les parents à voir comment ils peuvent faire avec leurs enfants, comment les soutenir. Je fais un suivi avec des parents aussi. Alors, parti de là, j'ai créé ma société, Betty Cobert, Éducation Consulting, avec lequel je consulte les parents, je fais un suivi personnalisé, je fais des conférences en live, je fais des ateliers dans des autres groupes Facebook que j'ai déjà fait plusieurs fois.
Et je soutiens tous ceux qui ont ce besoin. Et je suis contente d'être là aujourd'hui parce que j'aimerais que nos parents africains comprennent que ce n'est pas un péché d'avoir un enfant qui est comme ça. Nous sommes des parents exceptionnels et pour des enfants exceptionnels comme nos enfants, nous devons être des parents exceptionnels et je suis là pour les soutenir. Dix minutes. Oui, allô, ça va, Madame Lucienne? Oui, ça va. Okay. Je pense que j'ai répondu à la première question en entier. Elle a besoin d'autre chose? Okay. Non. Puis la deuxième question. Oui, j'attendais la deuxième question. Merci beaucoup, Madame Lucienne. Je vois vraiment que vous avez eu un bon parcours et ce n'est pas facile les défis autour de l'immigration. Et la deuxième question, c'est vraiment par rapport aux défis que vous avez rencontrés. Vous avez eu plusieurs défis à relever en tant que femme. Comme tu le sais, il y a on travaille femmes et hommes et que nous, les femmes, c'est vraiment pas facile. Et en tant que femme, en premier lieu, et aussi en tant qu'immigrante dans un pays d'accueil où on vient de loin de l'Afrique, et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées et aussi votre parcours de femme entrepreneur et immigrante. Parce que ça ne s'arrête pas là, femme, et par la suite, femme immigrante dans un pays où nous sommes minorités, on le sait que nous sommes minorités, que le travail, ça prend un double travail pour se démarquer dans la société. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées? Merci de me passer la parole. Mais je pourrais combiner les deux parce que les deux contraintes se ressemblent en fait. Dans un monde où la plupart des gens pensent que certains métiers ne sont pas faits aux femmes, par exemple, créer une entreprise, l'entrepreneuriat, ça semble être l'apanage des hommes. La communication, c'est l'apanage des hommes. Peut-être travailler dans je ne sais pas, l'imagerie populaire, les gens ont tendance à penser que certains domaines ne sont pas créés pour les femmes et que c'est leur apanage. La communication, la technologie, nous travaillons là sur Zoom, c'est la technologie. Et c'est un domaine qui requiert une certaine compétence et les gens pensaient avant que les femmes n'en étaient pas capables. Il a fallu que je me batte vraiment par mes propres moyens pour montrer aux autres que c'est possible. Cette possibilité-là, il est donné à tout le monde de devenir entrepreneur, qu'on soit femme ou pas. Nous ne devons pas nous sentir réduits parce que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire telle chose. Non, nous avons autant de compétences que les hommes. Surtout dans mon entreprise, ça touche la couche la plus défavorisée et ça pose un problème. Ça pose un problème et c'est pour ça que je dis je fais plus du bénévolat depuis un début. Ça pose du problème parce que financièrement, il n'y a vraiment pas de retour. Mais c'est une cause qui me tient à cœur et je continue à me battre parce qu'on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et maintenant, en tant qu'immigrante, est-ce que c'est facile? Non. Dans la pensée des gens, vous venez d'ailleurs, vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Mais j'aimerais aussi que les gens pensent qu'avant d'être arrivé ici, on a eu un parcours et qu'on a un bagage et qu'on est capable de faire plein de choses. Alors, ça fait que le parcours n'est pas évident. La couche que tu devrais toucher même, ce n'est pas évident de les avoir parce qu'on préfère aller prendre aux autres qu'on croit qu'ils en ont plus que ce que nous avons à donner. Et tu te retrouves en train de faire du porte-en-porte. Ce n'est pas mauvais. Comme disait un entrepreneur, je ne vais pas l'oublier, je fais une formation récemment, j'en profite tout le temps lorsque LinkedIn me donne les occasions gratuites de faire mes formations sur l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup aimé les paroles de Guy Kazaraki qui disait « Mon but dans la vie, c'est d'aider les autres. Cela résume ma raison d'être. Et je fais de ça mon but, aider les autres. Mais comment est-ce qu'on devrait se battre aussi? Avec mes conférences, j'ai pu avoir plus de personnes touchées, plus de personnes qu'il n'en fallait. Par exemple, Madame Marie, je vous ai connue où? Je vous ai côtoyé sur LinkedIn. Donc, je fonctionne de cette manière parce que si tu attends que ça vienne vers toi, ça n'ira pas. Il faut se battre et ne pas se fatiguer, ne pas penser que ça viendra tout d'un coup. Allez, pas à pas, continuer à se lancer et se dire, les petits pas vont mener à un but. C'est la même chose que je dis aux parents. Lorsque je les encourage à aider leurs enfants, je leur dis, chaque petit pas que fait ton enfant,
il faut l'applaudir, il faut le célébrer, parce que c'est en célébrant, en gardant cette estime qu'on finit par arriver où on devrait arriver. Alors, moi, qu'est-ce que je dirais? J'estime être considérée comme quelqu'un qui a aidé les autres toute sa vie. Je veux aider ce que j'ai écrit, ce que je dis, et mes activités doivent parler pour moi. C'est comme ça que je m'en sors. C'est comme ça que j'ai pu avoir 5000 membres aujourd'hui et je continue encore à avoir 5000 membres. Aujourd'hui, j'ai créé, j'ai mon WhatsApp commercial sur lequel je continue à côtoyer les gens puisque ma société n'est pas une société seulement qui s'arrête au Canada, il s'étend un peu partout. Et je vais même vous ajouter, j'étais même en communication avec un ministre de mon pays qui aurait pu m'aider à ce qu'on fasse une conférence dans ce domaine parce que je l'ai fait. Pourquoi? En ce moment-là, un enfant aurait dû être jeté dans de l'eau parce qu'il était autiste. Donc, tout ce que je peux dire aux gens, c'est se battre et ne pas se fatiguer. Continuez, continuez, mettez le paquet, vous y arriverez. Et vous allez briser les préjugés parce que nous les avons, non seulement en qualité d'immigrante, mais en plus en qualité de femme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, c'est un plaisir de vous écouter ce soir. Fait que votre clientèle, c'est seulement les enfants autistes ou c'est vraiment la déficience tout genre? C'est de tout genre. C'est les 5 anomalies reconnues par le ministère de l'Ontario. Il y a la déficience intellectuelle, il y a l'autisme, il y a les difficultés de comportement, il y a les anomalies. En fait, l'autisme est l'un des éléments, seulement l'un des éléments de l'anomalie de comportement. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même des anomalies physiques. Mais là, je ne suis pas là pour faire une conférence sur les anomalies des enfants. Lorsque ce sera le cas, vous allez comprendre que c'est un domaine très vaste et qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. Oh, wow! Ça tombe bien. Notre prochain thème, ça va se focaliser sur les enfants autistes. Et je serais ravie de vous avoir dans notre plateau pour nous parler de l'autisme et autre chose. Merci beaucoup. Vous avez mon coup de chapeau. Et merci d'être là ce soir. Et on continue notre conférence. On va passer à la prochaine panéliste, puis on va revenir après avec vous. Fait que la prochaine panéliste, c'est Madame Nicole Kabongo. Madame Nicole, vous êtes là? Oui, elle est là. Parfait. Fait que je vais prendre 2 minutes pour présenter Madame Nicole. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir répondu. Ce n'est pas évident. Madame Nicole a un bébé. Vraiment, ce n'est pas facile et que vous êtes là malgré vos tâches de la maison. On est entrepreneur, on a aussi une famille. Madame Nicole Kabongo, elle est agente immobilière. Elle vit dans la région de Grand Toronto et d'Ottawa. Son objectif est d'aider les individus et les familles à créer un patrimoine gérationnel, que ce soit en achetant ou en vendant votre maison ou en achetant des immeubles de placement. C'est un jeune professionnel travaillant pour Coca-Cola. Lorsqu'elle était jeune, elle a travaillé pour Coca-Cola depuis l'âge de 18 ans et elle a progressé dans les divers rôles du service à la clientèle, débutant au rôle de cadre supérieur en tant que leader de personnes dans le vente et de plateformes de commerce électronique. Madame Nicole Kabongo, au niveau communautaire, elle est un membre actif de la communauté chrétienne. Elle a grandi dans la foi avec les autres et fait partie de ce qui l'a fait avancer dans un monde difficile, surtout à l'époque où nous vivons aujourd'hui. Fait que merci beaucoup, Madame Nicole, d'accepter notre invitation et on vous écoute ce soir. Et je laisse ma co-animatrice Priska vous passer à la première question, puis c'est ça, on continue. Merci beaucoup, Madame Julie, pour la parole et merci encore à Madame Nicole Kabongo de nous rejoindre, d'être là pour ce rendez-vous. Et la première question que nous aurions pour vous, c'est de savoir comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise et de travailler
à votre compte malgré les défis autour de l'immigration? Merci, merci. J'aimerais beaucoup remercier Madame Julie, premièrement, avant de répondre à la question, de m'avoir invitée et sélectionnée parmi les panélistes. Aussi, je voulais m'excuser un tout petit peu. Je suis plus active en anglais, donc je vais essayer de mon mieux en même temps de me traduire dans ma tête, en même temps que je suis en train de parler. S'il y a une petite faute, ne vous inquiétez pas. On est là ensemble, on est en communauté, donc merci pour votre soutien. La raison pourquoi je me suis embarquée dans l'immobilier, parce que pour moi, comme on a dit dans mon bio, j'ai un background dans le vente. J'aime bien les ventes, j'aime bien côtoyer avec les gens, j'aime bien discuter avec les gens et les vendre de produits qui vont leur bénéficier. Donc, dans les 10 ans passés, quand je travaillais pour Coca-Cola, j'ai vendu de la boisson, on dit l'eau et du sucre, pour rafraîchir les gens en termes pendant l'été, je sais pas. Et là, en grandissant, j'ai eu à travailler avec ma famille dans le réseau d'immobilier et me demander pourquoi pas faire de ça un métier professionnel parce que je trouvais qu'en termes de vente, il y avait plus de valeur à long terme, surtout pour les familles, surtout pour les immigrants. J'ai trouvé en même temps, pendant que j'étais en train de travailler avec la famille, qu'il y avait beaucoup d'informations que nous n'avons pas accès étant que les immigrants. Donc, je me suis décidée, malgré que j'étais enceinte, même pendant que je faisais ça, je me suis décidée d'aller et prendre ma licence en immobilier. Et on travaille en même temps en temps plein. Je suis partie, puis j'ai fait les cours. C'était super difficile, mais mon mari était à côté, il me soutenait toujours. J'ai parlé de cette histoire personnelle parce que souvent, étant qu'entrepreneur, les gens voient seulement le résultat final, mais ils ne voient pas vraiment les étapes que les gens passent pour s'y battre à recevoir un diplôme, pas juste diplôme, un certificat ou être professionnel. Donc, après tout ça, quand j'ai reçu ma licence, j'ai senti qu'il y avait plein d'informations très riches dans tout ce que j'apprenais. Je me dis que c'est vrai, on est venu dans ces pays tant que les immigrants, mais partager cette information avec ma communauté va faire de nous une communauté forte financièrement, fort dans l'unité et fort dans tout ce qu'il faut parce qu'il n'y a pas d'autre chose comme l'immobilier pour aider aux gens de build le wealth familial pour passer l'héritage de famille en famille. On le fait bien chez nous au pays, mais ici, j'ai senti qu'il y avait ces manques d'opportunités. Donc voilà, c'est pourquoi vraiment je me suis lancée de vendre le boisson à vendre des maisons parce que c'est pas juste pour se faire de l'argent, mais c'est plus parce que l'information est très importante. Quand tu as l'information, tu peux réagir et l'information dont je parle, ce n'est pas seulement acheter une maison. Beaucoup de gens veulent acheter une maison juste parce que ils pensent que c'est la bonne chose à faire. Mais moi, dans mon métier, je me sens comme la personne qui peut mieux aider les gens à créer une stratégie pour faire de leur maison quelque chose qui va leur gagner de l'argent dans le futur. Ça peut être quelque chose that will ensure your financial freedom. Donc, tu peux être financièrement free au lieu d'aller s'endetter ou acheter d'autres trucs. Je veux montrer cette importance. Et je sais que beaucoup de nous dans la communauté, nous avons des fonds, soit au pays, soit ici. Et je trouve vraiment qu'il y avait un gap et une grande occasion pour moi de partager ces informations pour aider tout le monde à avoir de bonnes stratégies que d'autres communautés ont utilisées. Comment acheter en groupe, comment et pourquoi se lancer dans l'immobilier et pourquoi c'est important de le faire plus tôt. Et c'était vraiment une information très riche et ça me fait grand plaisir quand je vends des maisons parce que je me sens qu'on est en train de bâtir la communauté ensemble. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée et pourquoi je me suis lancée. Oh, je ne vous attends pas. Ika, vous êtes en mute. Ah, ok, parfait. Merci infiniment pour votre réponse. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un gap, c'est de l'information que la communauté a besoin. Il ne suffit pas d'acheter une maison, mais il faut que cet achat, cet investissement soit un investissement qui nous permette
de ne pas être endetté ou surendetté, mais d'avoir la liberté financière. Donc, merci infiniment. Et la deuxième question que nous aurons pour vous ce soir, ça serait, vous avez eu plusieurs défis à relever en tant que femme, comme vous l'avez si bien dit dans votre parcours, et aussi en tant qu'immigrante. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées dans votre parcours de femme entrepreneur et immigrante? Donc, les contraintes que vous avez eues, que vous avez été en mesure, bien entendu, de surmonter. Vraiment. Très bonne question. Je vais dire, premièrement, étant qu'immigrant, j'ai deux expériences. Un qui est positif et l'autre qui est, je ne vais pas dire négatif, mais un challenge qu'on continue à améliorer, nous tous comme communauté, à chaque jour. Je vais commencer par le côté positif. J'ai trouvé qu'avoir une face noire ou africaine permet assez que c'est un avantage pour moi parce que souvent on parle que des défis, mais je trouvais ça comme une opportunité à être la face de ma communauté, pas seulement africain, mais juste la face de tout le noir qui veulent peut-être avoir cette personne-là qui peut se connecter avec pour parler, pour avoir de l'information comment acheter la maison. Et des fois, ils se sentent peut-être intimidés ou peut-être qu'ils ne parlent pas l'anglais bien, ou des fois, ils sont timides d'approcher un agent immobilier qui n'est pas de notre culture ou notre race. Donc, dès que je me suis lancée, quand j'ai publié ça sur Facebook, en tout cas, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Il y a mes autres collègues qui se lancent, ils ont du mal à créer comme un network ou un database. Et pour moi, c'est un avantage parce que j'ai une communauté qui peut s'accrocher à moi. Ils ont quelqu'un qui peut s'identifier. Donc, être immigrant aussi n'est pas juste, il n'y a pas juste de défi, mais il y a aussi un avantage. Voilà pourquoi j'aime partager ça, parce que pour ceux qui pensent à se lancer, bien sûr, on a des gens qui vont déjà s'identifier à nous et se connecter à nous. Mes amis qui ont été dans la même classe, par exemple, ils commençaient à leur network. On nous avait encouragé de créer des emails de gens que vous connaissez et tout. Et ils n'arrivaient pas à atteindre 20. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas trop dans une communauté. Et moi, j'avais déjà, surtout mon travail que je fais à l'église avec des jeunes et tout, je me suis déjà rencontrée à 120 clients potentiels parce que j'avais une communauté où je fais partie d'une communauté. Et aussi, en même temps, en faisant des événements comme ça dans la communauté, je continue à me connecter de plus en plus avec une communauté. Donc, pour moi, le parti positif d'être immigrant, je trouve ça quand même. De deux, le parti de défi d'être immigrante et surtout une femme. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, étant que femme, nous avons beaucoup de responsabilités dans la maison, au travail. On veut tout le temps montrer aussi que nous aussi, on peut. Vous connaissez tous l'histoire des femmes dans ces pays en ce qui concerne l'entrepreneuriat ou le travail. Donc, toujours, des fois, tu te sens comme tu dois toujours prouver que toi aussi, tu peux le faire comme les hommes, que ce soit dans l'immobilier ou bien au travail corporate world comme à Coca-Cola. Quand tu as des positions élevées, des fois, ils disent peut-être, est-ce qu'elle connaît? Les gens se posent toujours cette question. Donc, des fois, il y a ces défis-là à surpasser. Et étant qu'immigrante, je pourrais dire aussi de même façon que ma communauté et mon network peut être un soutien d'appui pour moi, pour m'aider à avancer un peu plus. De même côté aussi, ça peut être un défi parce que dans notre communauté, je trouvais par expérience qu'on n'était pas vraiment ressourcés déjà ou forts dans ces domaines pour m'aider aussi ou aider les gens en général de mieux avancer. Donc, les gens qui ont vu peut-être un réseau de 20 personnes, sur 20, peut-être qu'il y a déjà des gens qui habitent ici il y a des années. Donc, par exemple, des communautés des Juifs, sur 20, elle peut déjà se trouver, 10 clients, 5 clients. Et pourtant, pour moi, étant qu'immigrant, et je ne dis pas que c'est un problème, c'est juste que on est encore en train de se bâtir, de se chercher dans ces pays. Ce qui fait mon honneur, c'est d'être cette face de la communauté et pouvoir donner l'information. Mais en même temps, tu trouveras qu'on a encore du travail à faire.
Donc, pour ces premiers 2 ans pour moi, et parce que si je le fais avec bonne foi, c'est un peu comme on dit un peu nettoyer certaines idées que les gens avaient par rapport à l'immobilier, ce qu'ils ont entendu parler au passé et tout cela, ce qui me permet dans mon network d'avoir encore un peu plus de travaux à faire comparé aux gens qui sont par exemple des networks de Russes, de Russians, qui sont déjà habitués dans le même système dans leur pays et ils amènent ça ici pour... donc, ils sont déjà prêts à aller, ils comprennent, ils veulent, ils ont déjà des grandes communautés. On a une ville ici à Brampton qui appartient aux Indiens, par exemple. Donc, un enfant ou un jeune Indien qui peut se lancer directement ou blanc, ils ont déjà, même si c'est un peu de gens, ils ont déjà des millionnaires à leur côté pour les aider à vendre des maisons qui coûtent 1 million. Mais pour moi, je reste modeste pour le moment pour dire que ce qui me fait plaisir, c'est éduquer ma communauté, travailler main à la main, être cette face et l'image pour que les gens puissent se connecter avec moi pour avoir des informations et stratégies qu'il faut. Donc, l'immigration, pour conclure, ça a des 2 côtés. Il y a des bénéfices, des avantages de faire partie d'une communauté immigrante parce que tu as les networks, tu as plus d'avantages, tu vas peut-être prendre le temps, mais ça te donne plus d'une communauté. Et de l'autre côté, c'est la communauté a besoin de travail. On doit travailler d'abord, on doit nettoyer certaines choses. Donc, de 2 côtés, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Absolument, absolument. En tout cas, on vous remercie infiniment pour votre expertise parce que vous nous faites profiter de cette expertise au niveau de l'immobilier et vraiment, on vous remercie pour toutes les réponses extrêmement enrichissantes que vous avez partagées avec nous. Et on va vous garder avec nous, bien entendu, pour la suite du programme. Et pour poursuivre, on va passer à une autre de nos panélistes, une autre de nos intervenantes, qui est Madame Grace Boussanga. On va valider qu'elle est avec nous ce soir. Madame Grace, êtes-vous avec nous? Oui, je suis là, merci, désolée. Petit problème de connexion. Donc, mais je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Absolument, 5 sur 5. Alors, on commence par vous remercier de vous joindre à nous, d'être avec nous pour cette excellente et extraordinaire conférence. Et on va commencer par vous présenter pour savoir un peu, pour avoir une idée de votre parcours, de votre background. Pour ce que nous savons, vous êtes diplômé du collège Lassitte en administration des affaires et de l'Université d'Ottawa en sciences commerciales de l'école Telfair. Alors, vous êtes aussi une fan de marketing qui aide les entrepreneurs, les entreprises, les organismes et les personnalités publiques dans leurs projets marketing digitaux. Vos engagements et votre travail vous ont permis d'obtenir différents prix et nominations et vous êtes investi au sein de votre communauté que vous mettez à profit donc vos expériences et votre expertise auprès de la francophonie pour la femme et l'Afrique. Alors, voilà un peu ce que nous savons de vous. On espère vraiment que ça a pu essayer de parler un peu de vous, de nous dire un peu qui vous êtes. Et je vais passer la parole à Madame Julie pour ce que nous avons comme question pour vous ce soir. Merci Prisca pour la parole. Bonsoir Grace. Allô Julie. Allô, ça va bien? Ouais, ça va, merci. Et vous? Ah, ok, ça va bien, merci. Vous avez eu un petit problème technique, mais tout va bien, ça s'est réglé? Super. Ouais, c'est en train de se régler, mais moi je vois que connexion instable. Donc tantôt je quittais, tantôt je revenais, donc je veux juste être sûre que tout est correct. Là. Donc apparemment c'est bon, donc c'est parfait. On se voit bien et puis même on t'écoute très bien. Fait que je passe à la question, Grace. Je suis vraiment contente. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On passe à la première question. Comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise, de travailler dans votre compte malgré les défis autour de l'immigration? Donc, si je comprends bien, vous êtes propriétaire d'une entreprise. Je vous vois plusieurs fois dans les réseaux sociaux et j'aimerais ça que vous nous parliez de nous
Je suis vraiment contente que vous soyez ici parmi nous et que vous faites la fierté de la femme africaine que nous sommes et d'une jeune Congolaise. Vraiment, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Merci. Ok, merci Julie pour l'invitation et puis bonsoir tout le monde. Donc oui, moi c'est Grace, je suis d'origine congolaise. Donc d'origine congolaise par mes parents, je suis née en France et puis ça va bientôt faire 9 ans que je me suis installée en fait justement au Canada, donc à Ottawa, comme ça a été indiqué. Je suis partie au Collège de la Cité en marketing et après j'ai obtenu mon bac en sciences commerciales. Et qu'est-ce qui m'a poussée justement en fait à me lancer en affaires? Il faut savoir que mon grand-père et mon père en fait ont tous eu des business. Et moi, quand j'étais petite, je voyais mon père en train de d'aller dans ses business, d'aller dans ses affaires, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et disons en fait que justement le fait d'être entrepreneur, ça me permet justement de plus ou moins toucher à tout, que ce soit l'aspect marketing, l'aspect finance, l'aspect aussi de gestion de projet, de ressources humaines, matériel, tout ce que vous voulez. C'est ça qui me plaît, mais c'est surtout aussi, j'ai envie de dire, plus ou moins avoir une certaine liberté, parce qu'il faut savoir que notre génération à nous, la génération des jeunes, on est plutôt la génération Android, on veut tout tout de suite, et puis dans le sens où on veut vraiment apprendre tout très vite, et au final, en fait, on s'ennuie quand même assez vite. Et moi, quand je voulais me lancer en affaires, c'était vraiment avoir en fait une certaine liberté, donc c'est-à-dire ne pas recevoir forcément d'ordre de quelqu'un, ou encore ne pas recevoir de commentaires de quelqu'un, en fait. Tout simplement, j'ai envie de dire, en fait, être tranquille. Même si là, pour l'instant, je travaille à temps plein, moi, je pars d'optique que quand je travaille à temps plein, c'est justement pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances que je peux justement en fait me réinjecter au sein de mon entreprise et donc faire en sorte de justement de mieux servir les clients en question. Donc, ça va faire 3 ans. Donc, comme cadeau d'anniversaire, j'ai décidé justement le 31 mars 2018 à offrir, donc à me lancer en affaires, donc justement en lançant avec Grace, donc tout ce qui est marketing, marketing numérique, marketing stratégique, et donc, c'est ça, donc en offrant justement des consultations, des ateliers, de la formation, et comme ça a été indiqué, en accompagnant justement des différents groupes, que ça soit justement les entreprises ou encore les personnalités publiques et les OBNL. Et c'est une excellente aventure que je suis en train de vivre actuellement, parce que comme ça a été indiqué, bien sûr, il y a des prix de nomination qui sont faits et qui sont obtenus. Et justement, en fait, ça me renforce en fait dans cette idée de toujours continuer à justement en fait à investir au sein de mon entreprise pour justement faire en sorte à ce que justement le service que j'offre soit un service de qualité. C'est sûr qu'il y a eu pas mal, j'ai envie de dire, d'embûches, mais plus de défis que j'ai envie de dire, dans le sens que bah, c'est sûr, il y a pas forcément, on connaît pas forcément tout. Donc, dans le sens que moi, je sais que quand j'ai obtenu mon diplôme à la Cité, je l'ai obtenu en 2015. Tout de suite, je voulais en fait me lancer, mais je me suis rendu compte que j'avais ni le réseau, ni en fait les connaissances, j'ai envie de dire, plus ou moins nécessaires pour pouvoir en fait justement me lancer en affaires. Donc, il y a le manque d'accès à l'information aussi. On ne sait pas trop où trouver l'information, quelles sont les ressources gouvernementales ou les ressources privées qui vont pouvoir justement venir m'aider pour justement en fait me lancer en affaires. Mais après, au fur et à mesure, je me dis, et j'ai eu la chance justement de côtoyer des bonnes personnes, parce que dans le sens, en fait, plus on côtoie des bonnes personnes, plus on reçoit justement de l'information qui va en fait nous permettre à nous de faire évoluer notre entreprise. Donc, ça a été vraiment ça, en fait, le véritable défi et challenge que moi, j'ai eu, en tout cas pour ma part, pour justement, en fait, lancer mon entreprise. Donc, c'est ça. Wow, excellent. Excellent. Comme vous avez dit, vous êtes consultante, c'est ça? C'est bien ça? Allô, Grace? Vous m'entendez Oui, pas? Ah, OK. là, j'entends. OK. Fait que vous faites la consultation dans les entreprises, si je comprends bien. Et c'est C'est comme ça, quelle entreprise, n'importe qui a de la difficulté vient vous voir ou vous faites l'orientation et l'accompagnement. exact, ouais, exact. OK. Puis, je passe à la deuxième question. Comme vous le savez, on est femme, toujours dans la société, partout. En tant que femme, on a plusieurs contraintes. Donc, c'est sûr qu'être entrepreneur, ce n'est pas facile.
Donc, vous avez à diriger, j'imagine, une équipe. Et vous êtes jeune, ça prend de la discipline, ça prend beaucoup de choses. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était difficile pour vous ou c'était vraiment facile? Et une autre contrainte, je peux dire, en tant qu'immigrante, dans un pays où on est minoritaire, et vous travaillez, comme je comprends bien, dans l'administration, ça prend de réseau, ça prend de contacts. Est-ce que ça a été vraiment difficile pour vous de partir votre entreprise? Donc, c'est ça, je voulais savoir. Merci. Mais j'ai envie de dire que pour partir en entreprise, ça n'a pas été si difficile que ça. Mais en fait, ce qui a été difficile, c'était de se lancer dans le sens que, à savoir, est-ce que justement on est assez crédible pour pouvoir justement en fait se lancer en question ou comment justement en fait les personnes vont nous percevoir. C'est sûr que moi, pour ma part, en fait, à mes débuts, j'ai envie de dire que c'est sûr que oui, j'avais le réseau en question, mais je me dis que voilà, est-ce que les personnes vont venir et me faire confiance pour me confier en fait leurs différents projets? Parce que des fois, il y a des personnes qui ont des assez gros budgets. Donc, à se demander, est-ce que justement, je serais capable à, à gérer ce genre de projet ou est-ce que je serais capable en fait à avoir ce genre de clients ou autre. Mais au fur et à mesure, c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille. La confiance en soi, ne plus avoir forcément, tout le monde parle souvent de syndrome de l'imposteur. Donc aller en fait au-delà de cela, parce que dans le sens que voilà, j'ai envie de dire, on part avec, j'ai envie de dire, quatre richesses, mais plus ou moins comme complexes en étant des femmes noires, des femmes migrantes, des femmes francophones. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins compliqué, euh, mais c'est intéressant en fait, parce que dans le sens que la plupart du temps, on va faire appel à vous pour parler de votre expérience en tant que Bella. Actuellement, c'est ça qu'on est en train de faire à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. On, nous appelle pour faire appel, pour justement parler de nos expériences en tant que femme africaine, en tant que femme migrante, en tant que femme francophone, en tant que femme justement noire, en fait, dans une société qui est, j'ai envie de dire, oui, il y a de l'immigration, mais qui est justement par la suite dominée par les personnes blanches. Et qu'il faut savoir aussi que le secteur du marketing, moi, dans le secteur dans lequel j'évolue, il y a, c'est, j'ai envie de dire, masculin et c'est blanc, en fait. Donc, c'est très difficile, j'ai envie de plus ou moins dire. Et puis, c'est aussi en même temps, comment je peux te dire ça, il y a des fois, les personnes, quand ils voient que c'est toi, en fait, qui est plus ou moins à la tête de l'entreprise, ils sont comme, oh, ok, d'accord. Et après, quand ils voient justement tout ce que tu as fait ou tout ce que tu as accompli, là, tu deviens en fait plus ou moins crédible. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important pour moi de constamment, en fait, justement, investir en moi-même, mais quand j'investis en moi-même, en fait, j'investis justement au sein de mon entreprise pour justement renforcer ma crédibilité et faire en sorte à ce que justement tout le travail que je fais soit reconnu par mes clients et donc, et j'ai envie de dire aussi en même temps par mon réseau. Donc, c'est plus ou moins ça. J'espère que j'ai bien répondu, mais en bref, c'est vraiment ça. Excellent. Allô? Oui, là, on vous entend. Oui, Oui. Alors, je pense que j'avais un petit problème de connexion. ok. C'est chez moi. Donc, merci beaucoup. Grâce, vous avez vraiment bien répondu à nos questions. Et je suis contente de t'avoir ici parmi nous. Et j'ai vu récemment, ces derniers temps, tu as eu plusieurs prix, de plusieurs nominations. Est-ce que tu peux nous en partager un peu? Oui, ouais, je pense chaque année, il y a le G20 qui s'organise. Donc là, cette année, le G20 se fait en Italie et je fais partie justement en fait de la délégation canadienne pour représenter la jeunesse entrepreneuriale canadienne au G20 en Italie. Et chaque pays du G20 en fait a justement en fait son groupe de jeunes entrepreneurs et on a l'occasion justement en fait de proposer différentes politiques ou différents projets justement au gouvernement pour favoriser, pour faire en sorte
pour faire la promotion en fait de l'entrepreneuriat justement et inviter en fait le gouvernement à investir auprès de la jeunesse. Et tout récemment, bah, le tout dernier truc, comme ça a été indiqué par Ika, si je peux me permettre, Ika Blessing, oui. Donc, je fais en sorte de toujours mettre à profit mon expérience et mon expertise auprès des causes qui touchent justement la femme, l'Afrique et la francophonie. Et tout récemment, j'ai été désignée présidente du conseil d'administration de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, donc en fait qui vise à faire la promotion, à accompagner en fait les femmes immigrantes de la région de l'Outaouais à justement faire en sorte, si elles ont des besoins ou autres voilà, besoin entrepreneurial, besoin de lancement d'entreprise, besoin d'apprendre le français et l'anglais, et également aussi les aider à comment dire, à se battre en fait lorsqu'elles sont victimes de différentes violences. Donc c'est plus ou moins ce qui se passe pour les 2 dernières nouvelles qui sont passées pour cet été. Donc c'est ça. Félicitations, vraiment félicitations. Vous avez mon coup de chapeau. Félicitations, vous avez mon coup de chapeau. Merci beaucoup. Vous êtes honoré Merci. aujourd'hui pour la Journée internationale de la femme africaine qui nous sommes ici. Donc, merci. On vous garde quand même pour la soirée. Il y aura une dernière question. On va passer à la prochaine qui est Madame Mami Esther Kayumba Boujakira. Donc, Madame Pruska, je vous laisse. Bonsoir, Mamie, vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là, Julie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fait que merci, Mamie, d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment pas facile. Hein? Vous avez beaucoup de responsabilités pour nous rejoindre. C'était pas facile, mais je suis contente que vous soyez là parmi nous. Et je vais laisser Priska vous présenter. Donc, elle va lire votre biographie. Par la suite, on va passer aux questions. Merci beaucoup. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue, Madame Esther. Merci de nous rejoindre. Et on va parler un peu de vous. Vous êtes une femme passionnée, c'est la première chose qu'on reçoit. Une femme passionnée qui a consacré sa vie au service du coaching, essentiellement en faveur des femmes, dans l'objectif d'améliorer la qualité de leur travail et activités lucratives pour une meilleure vie et pour qu'elles soient plus productives dans leur communauté respective. Votre plus grande passion est d'assister les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes, car vous croyez que en chaque femme, il y a un énorme potentiel, une énorme potentialité à cultiver qui peut bénéficier à la société. Alors, vous êtes détentrice d'un master en management de l'entrepreneuriat et création de nouvelles aventures de l'université WIT en Afrique du Sud, un master en entrepreneuriat également et innovation de l'université Queen's au Canada, un BSc en sciences alimentaires et engineering de l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, un diplôme en tant que business coach spécialiste du Business Training College aux États-Unis, des États-Unis, un diplôme de consultante réglementée en immigration canadienne de l'Academy of Learning College au Canada, un diplôme en comptabilité et une licence sage du Canadian College au Canada, un diplôme en taxes privées et taxes des affaires de Softron au Canada, un diplôme en gestion des projets de l'Université Queen's du Canada également. Vous êtes mère et épouse dévouée et votre vie est partagée entre ces 3 passions, c'est-à-dire la famille, le travail et votre pays, le Congo, dont vous rêvez un jour d'apporter votre contribution pour aider les femmes et contribuer à l'amélioration de leur vie, donc de celle de toute votre nation. Voilà un peu ce qui résume votre personne, qui vous êtes et votre parcours. On espère vraiment avoir pu faire justice à votre background. Et je vais passer la parole donc à Madame Julie pour les questions que nous avons pour vous ce soir.
Merci Prisca pour la parole. Je passe directement à la première question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Madame Mamie Esther, comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer votre entreprise? J'ai vu, selon votre biographie, votre entreprise existe, ça fait de cela 13 ans. J'aimerais ça que vous nous parlez de vous. Et c'est un honneur qu'on vous a donné de partager votre expérience en tant que femme africaine dans un pays où on est minoritaire. Et je voudrais aussi savoir le défi que vous avez rencontré autour de l'immigration, être entrepreneur féminin dans un pays où on est minoritaire. D'abord, merci pour la parole et merci pour l'opportunité. Comme vous avez dû l'entendre sur ma biographie, je suis façonnée, passionnée de la femme. Et donc, pour moi, être ici, parler aux femmes, c'est ma passion, ça me réjouit. Et donc, je suis honorée d'être là. Alors, oui, j'ai commencé, ça fait 13 ans que j'ai mon entreprise. Qu'est-ce qui m'a poussée à le faire? Je pense que c'était la réalisation qu'il n'y avait pas de liberté en dehors de l'entrepreneuriat. J'ai réalisé ça très rapidement. Vous avez dû l'entendre par ma biographie que je suis une accro de la connaissance, c'est-à-dire que je n'arrête pas d'étudier. Ça, c'est une partie de mes diplômes. Il y en a dont je n'ai même pas parlé et tout ça. Alors moi, dans le temps, c'était ça, c'était les diplômes, c'était tout ça, jusqu'à ce que j'ai fui engagée par un groupe de fermiers. Et donc, ces personnes qui étaient mes patrons, moi, j'étais la deuxième personnalité et les fondateurs de la compagnie, ils étaient à 3, c'était eux les grands patrons. Ils m'ont engagée à cause de mes compétences intellectuelles. Mais je me suis rendu compte que je travaillais pour des personnes qui n'ont pas été à l'école. Et donc, ça m'a révoltée. Je me dis, mais tiens, moi, je me tape la poitrine en parlant de mes capacités intellectuelles. Mais les gens qui décident de mon salaire, qui écrivent sur mon chèque, qui signent ce chèque chaque mois, ils n'ont pas été à l'école. Et ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai toujours raconté que pendant cette période de ma vie, j'étais très jeune à l'époque, je suis tombée sur le livre Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. Ce livre a révolutionné ma vie et je me suis rendu compte que j'étais du mauvais côté du cadran, du mauvais côté de la vie. Et étant une personne qui aime la liberté, j'avais tout de suite compris que moi, d'abord, j'étais déjà mariée en ce moment-là. 2008, c'est l'année où j'ai enregistré ma compagnie. Mais en fait, mes aventures en tant qu'entrepreneur, je les ai commencées depuis, je dirais, 2001. Mais là, j'ai travaillé comme entrepreneur. J'avais ma compagnie qui n'était pas enregistrée. C'était en mon propre nom. Donc, j'étais self-employed. 2008, j'ai enregistré une corporate, un peu pour éclairer un peu nos lanternes. Et donc, déjà, en ce moment-là, je m'étais dit, mais je veux être libre. Je veux être une femme qui a du temps pour son mari et une mère qui ne sacrifie pas ses enfants. Je ne voulais pas être ces mères qui sont à la poursuite d'une carrière parce que déjà, très jeune, j'avais atteint des niveaux assez élevés dans ma carrière et je voyais le sacrifice que ça demandait. J'étais consciente que je devais passer beaucoup de temps au bureau. J'étais consciente que, toute ambitieuse que je suis, pour arriver vraiment au sommet, j'aurais à sacrifier beaucoup de choses. Et donc, c'était le choix entre la vie de famille, être vraiment une maman hands-on, être une maman full-time, et la vie de cette femme de carrière. Je voulais atteindre le sommet, en même temps être une bonne mère. Il y avait un conflit sur ces deux routes. Et donc, l'entrepreneuriat, pour moi, était le pont. C'était le pont qui faisait ou qui fait jusqu'aujourd'hui que je sois à la plage avec les enfants, en train de nager, les enfants sont dans l'eau, je suis sur mon ordinateur, j'ai les yeux sur les enfants, j'ai le mind sur le travail que je suis en train de faire. Et pour moi, c'est la meilleure vie. Pour moi, c'est là où je devrais être. Alors, ayant dit cela, on va quand même dire que l'entrepreneuriat, vous avez vu que j'ai 2 masters en entrepreneuriat, c'est mon élément. Et on va vraiment dire que l'entrepreneuriat est un endroit solitaire. Ce n'est pas toutes les fleurs dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la gloire que nous voyons aujourd'hui. C'est un endroit vraiment solitaire parce qu'il y a des moments où personne ne vous comprend. Il y a des moments où, parce que vous devez faire telle chose, telle autre chose, vous vous sentez vraiment seul. Grace l'a si bien dit ici que c'est là où vous remplissez tout le rôle de la compagnie. C'est vous le marketeur, c'est vous les financiers, c'est vous le payroll, c'est vous everything. Et donc, c'est plus difficile, à mon avis, que l'emploi, parce qu'en emploi, vous avez votre département,
vous arrêter là. Mais en même temps, pour moi, savoir que je peux jouer n'importe quel rôle, savoir que je peux faire tout en même temps, pour moi, ça me donne that power that I need. Ça me donne cette essence dont j'ai besoin. Et donc, ça me réveille le matin. Ça me permet de marquer la différence dans la vie des autres. Ça me permet de faire ce que j'appelle engineering leaders, créer les leaders, ressortir les meilleurs dans les personnes à travers le coaching, à travers le leadership. Ça me permet de voir les familles que je touche à travers ma compagnie. Déjà, quand on emploie une personne, c'est-à-dire qu'on devient le gagne-pain de cette personne. Et pour moi, ça, c'est une bénédiction en fait, c'est une faveur d'être la personne qui donne aux autres et qui marque la différence dans la vie des autres. Je dis toujours que if you don't make a difference, you don't matter. Quand vous n'apportez aucune différence, vous pouvez disparaître. Personne ne va s'en souvenir. Alors là c'était la raison ou les raisons qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat. Et je suis une personne qui croit aux credentials. Je crois au soubassement juridique, si vous voulez. Je crois aux preuves qu'on peut faire une chose. Étant femme, noire, africaine, on n'a pas que les beaux yeux, on n'a pas que le joli visage à montrer. On doit montrer tous les papiers qui sont derrière. Voilà pourquoi je suis derrière une chose et une autre, parce que je sais que sans ces choses-là, ma voix ne va pas très loin. Et donc, quels ont été les défis en tant qu'entrepreneur au Canada? Parce que j'ai commencé ma compagnie en Afrique du Sud. Quels ont été les défis que l'immigration a lancés vers moi au Canada? Le premier défi arrivé au Canada, c'était d'abord le fait que je me rendais compte que le Canada était une farce. Quand on est à l'extérieur, ben on voit le Canada, c'est la terre promise et tout. Une fois qu'on arrive ici, on nous dit « overqualified », tu n'as pas d'emploi. Ou alors ton diplôme, il est de quelle université déjà? Je voulais faire mon PhD quand je suis arrivée. Et chaque fois que j'allais, j'avais le droit de le faire, j'avais déjà une maîtrise. Mais on me demandait c'est de quelle université. Et donc, j'ai compris qu'il me fallait un peu plus d'intelligence du marché. Il me fallait un peu plus m'accommoder à cette nouvelle vie. Et mon premier défi était de me recréer. Il fallait que je me recrée. Je venais d'avoir une compagnie très stable, j'avais un marché très stable, mais à 28 000 km d'ici. Donc ici, il fallait absolument recommencer. C'était un défi. Et en recommençant, je me demandais, ben là-bas, j'étais coach dans l'entrepreneuriat avec les banques. Je travaillais avec les banques. Je coachais les clients les petites et moyennes entreprises des banques. Mais ici, je suis nouvelle. C'est nouveau pour moi. Je commence par où? Je fais quoi? C'est là que la première chose que j'ai faite, c'était d'abord de faire un diplôme en taxes. Je me suis dit, je veux comprendre ce pays, je veux comprendre le système. On fait l'argent aussi à travers les taxes. Alors, comment on va faire? J'ai commencé par apprendre ça. Deuxième chose, j'ai fait un diplôme en services financiers. Pour bien comprendre, j'ai bien compris ça. Et troisième chose, je me suis dit, mais je dois maintenant me trouver une carrière. Les autres études, c'était pour m'informer, pour avoir vraiment la connaissance à la source, comprendre le système à la source. Mais après, j'ai besoin d'une carrière. Je vais faire quoi ici? Est-ce que je vais faire la même chose que je faisais là-bas, les projets? J'avais un bureau d'études. Ou ici, je fais quoi? Et donc, en étudiant le marché, en acquérant l'intelligence de ce marché ici, j'ai compris que l'immigration, c'était... Le Canada est un pays d'immigration. Et donc, j'ai fait mon cours de droit d'immigration. Je suis consultante en immigration. Et donc, je me suis complètement recréée. Je venais d'être ingénieure en Afrique du Sud. Et ici, j'arrive, je fais les droits. C'était du coq à l'âne, mais au moins pour ce marché ici, pour moi, c'était un truc qui allait marcher, ça marche, c'est parmi les choses que j'ai fait quotidiennement. Et donc, ce challenge-là de se recréer, de trouver d'abord ce qu'on doit faire. Et surtout, j'ai toujours dit, les personnes qui viennent au Canada, déjà avec un background, des gens qui ont été successful comme Madame Ngobe, Béatrice, les gens qui ont été successful comme ça dans leur vie dans le passé, elle va être d'accord avec moi que c'est très difficile ici. Quand on vient apprendre, quand on commence au Canada, c'est plein d'opportunités, c'est un bon début parce que dans tous les cas, on apprend. Mais quand on vient de quelque part et qu'on repart à zéro, parce que le Canada te rend à zéro d'abord, tu ne sautes pas de là où tu viens, tu rentres d'abord, tu apprends l'expérience canadienne, la gentillesse, la politesse, la patience, toutes ces choses-là. Donc, tu dois d'abord rentrer à zéro. Et donc, c'était un challenge. Mais Dieu merci, très rapidement, on s'est dit, on doit rentrer dans le système. J'ai eu la chance de participer dès mon arrivée à une conférence comme celle-ci. Et ça parlait du Canada. Et le monsieur qui parlait, c'était un Québécois. Il disait que le Canada est un programme. Ce n'est pas un pays, c'est un programme.
Et plus lent vous allez prendre à rentrer dans le système, plus lent ça vous prendra à devenir stable. Et donc, j'avais très bien retenu ça. Je me suis dit, mais tiens, je ne dois pas commencer à me dire, je dois rentrer où j'étais, que je comprenne que c'est un programme, que je rentre au début et je vais refaire mon chemin. Donc, se récréer, c'était pour moi un challenge. Un autre challenge que j'ai découvert, c'était le manque de diversité professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la communauté que moi, j'ai trouvée, donc ma communauté ici africaine, appelons-la comme ça, ben, si on n'était pas infirmière, on était enseignante. C'était les deux choses. Moi, je ne peux pas être enseignante, je serai en prison parce que quand on ne comprend pas 4 fois, j'aime enseigner les grandes personnes, mais pas les enfants. Et donc, les sciences d'infirmière, non, parce que j'ai fait la médecine chez nous au pays. J'ai commencé en 2e année, j'ai quitté parce que je ne pouvais pas supporter les sangs. Et donc, les sciences infirmières, je ne le ferais pas. Et il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose. Les autres personnes, c'était dans les organismes que tu les trouvais. C'est tout le monde qui voulait faire un grant ici et là. Et je trouvais que il n'y avait rien pour moi, il n'y avait pas de role model, il n'y avait pas de référence, il n'y avait rien. Tout le monde était dans la même chose. Et donc, j'ai vraiment dû me dire, OK, je vais frayer un chemin parce que je dois faire les choses qui importent pour moi, les choses qui me parlent à moi, où je sens que c'est ma passion. Et donc, c'est là que j'ai commencé par faire d'abord l'étude du marché et me mettre dans les choses que je peux faire, aider les autres, encourager les autres et tout ça. Alors, un autre défi que j'ai eu ici, c'était rentrer en emploi. Parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, ben, c'est un nouveau pays. Moi, j'étais vraiment dans les ventes. Ma compagnie faisait beaucoup de ventes. Et donc, c'était un nouveau marché. Ce n'est pas parce qu'on est vendeur qu'on va vendre partout. On doit comprendre d'abord les marchés. Et je m'étais dit, ben, je vais rentrer en emploi un peu pour smoothen, comme on dit, mon immigration et tout. Mais oh là là, partout où je passais, on me disait, mais non, tu es overqualified, tu ne pourras pas travailler ici. Jusqu'à ce que j'en ai parlé à un ami, il m'a dit, tu sais quoi, je t'envoie mon CV, tu enlèves mon nom, tu mets ton nom, tu verras. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire. C'est pas moi, ça. Il m'a dit, tu veux travailler au Canada, enlève mon nom et mets ton nom. Je vous assure, j'ai enlevé son nom, j'ai mis mon nom. Le lendemain, j'avais un travail. Intéressant d'entendre ça. Et je suis vraiment contente pour votre ouverture d'esprit vous nous avez donné vraiment beaucoup de l'information par rapport au défi de l'immigration dans un pays d'accueil et aussi en tant que femme minoritaire dans un pays où on est immigrante. Mais j'ai une dernière question par rapport à vous. Votre compagnie, c'est NTI Consult. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les services? Vous avez dit que vous êtes coach, vous faites du coaching. Est-ce qu'on peut savoir quels services que vous offrez? Et beaucoup de gens qui vous écoutent ce soir, le but, comme j'ai dit au début de la conférence, c'est nous réseauter, bâtir une communauté des femmes africaines fortes. Quel service, si moi, Julie, je peux recevoir de vous comme en tant que coaching? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Alors, avec NTI Consult, nous avons 3 départements principaux. Le premier département, c'est les bureaux d'études. Dans les bureaux d'études, nous faisons les projets. Et donc, quand je dis projet, c'est-à-dire, quand je donne un exemple, nous avons des investisseurs qui veulent investir en Afrique et ils vont nous contacter. Nous allons les aider à rédiger leur projet, à faire les différentes études qu'il faut faire pour le projet, études des marchés, études sur place et tout ça, faisabilité, machin. Et donc, on va les introduire. Vous avez vu qu'avec VET, l'Afrique du Sud, l'Université VET, j'ai une maîtrise en entrepreneuriat et création de nouveaux marchés. C'est vraiment exactement ça, emmener les internationaux dans un nouveau marché, créer l'entreprise pour eux, les accompagner jusqu'à leur première commande, jusqu'à leur première offre. Donc là, c'est les bureaux d'études. Nous recevons tout genre de projets. Nous sommes spécialisés dans les projets miniers. Nous faisons beaucoup de projets miniers. Nous faisons beaucoup de projets logistiques. Donc ça, c'est la première branche. Et le bureau principal pour cette branche-là se trouve à Kinshasa et en Afrique du Sud. La deuxième branche, c'est la branche immigration. Et là, nous avons, parce que nous sommes certifiés, nous sommes membres du barreau des consultants réglementés en immigration canadienne. Nous faisons venir les gens légalement au Canada ou nous aidons les personnes qui sont déjà au Canada à avoir leurs papiers de manière légale. Et là, le bureau se trouve ici au Canada. Nous avons un bureau à Toronto et un bureau à Windsor.
Donc là, c'est l'immigration canadienne. Et la troisième branche, c'est la branche médicale, le département médical. Nous sommes dans la construction des hôpitaux dans les zones rurales en Afrique et spécialement au Congo. Ce département est headed par mon mari, c'est lui qui s'occupe de cette partie-là. Moi, je l'aide avec le projet. Et nous avons actuellement des projets que nous faisons sur le Congo. Nous avons une formule clé en main pour les hôpitaux où nous amenons les investisseurs, nous faisons tout le projet, nous remettons la clé au gouvernement provincial. Alors, le coaching fait partie, c'est un département que je n'aime pas classer comme département parce que je suis la seule coach. Alors, je fais les coachs sur les stratégies. Je suis une stratégiste et les stratégies en affaires, les stratégies de vie. Et là, je le fais un peu plus dans ma deuxième compagnie qui s'appelle WCM. WCM, c'est Wealth Creator Movement. Et là-bas, qu'est-ce que nous faisons? Comme c'était Nicole, nous sommes dans le real estate. Moi, c'est plutôt dans le mortgage. Donc, je n'ai pas encore fini ma licence, mais j'ai fait mon cours. C'est pourquoi je n'en parle pas. J'ai fait les cours, je dois avoir ma licence pour commencer à trouver des mortgages. Mais déjà, je travaille avec des gens de la communauté pour les aider à acheter leur maison. J'en ai à date d'aujourd'hui, sans avoir ma licence, j'ai aidé au moins 7 personnes. 7 de mes amis les plus proches ont déjà leur propre maison. Et moi-même, j'ai déjà fait mes pas d'investisseur immobilier, que j'étais en Afrique du Sud et que j'ai aussi commencé ici dans l'école Rich Dad Poor Dad. Je suis dans cette école-là où on nous apprend comment investir dans l'immobilier. Et là-bas, dans WCM, nous aidons les personnes à créer vraiment la richesse à travers le real estate, à travers aussi le trade. Pour ceux-là qui connaissent un peu le trade, nous sommes dans la crypto, nous sommes dans le forex, nous apprenons aux gens comment le faire, nous tenons des conférences pour apprendre aux autres comment faire le trade, parce que je pense personnellement que le trade te donne un autre niveau de liberté que même l'entrepreneuriat ne te donne pas. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais c'est un monde où tu n'as pas de clients, tu n'as pas de fournisseurs. Et donc, c'est un monde merveilleux. Tu es seul face à l'argent et tu fais ton argent comme tu veux. Et donc, on s'est vraiment lancé là-dedans depuis à peu près 3 ans, non, 2 ans, oui, 2 ans. Et on a beaucoup appris et aujourd'hui, nous apprenons aussi aux autres comment le faire, mais nous le faisons sous un autre parapluie. Donc, moi, j'aime plutôt m'appeler serial entrepreneur parce que je vais d'un projet à un autre. Et comme je dis, quand j'aide une femme, quand j'équipe une femme, quand j'ai empower une autre femme, ça me donne, pour moi, c'est la plus grande récompense. Et mon plus grand achievement, vous n'avez pas demandé, moi je veux le dire, ça a toujours été ma famille. Toujours été ma famille. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je vais, partout où je vais, c'est vraiment pour cette famille-là. Et j'aime le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ma grande fille, elle est on her own aujourd'hui. Elle est dans sa vie assez bien assise. Les autres sont en train de venir. Ma force, je la trouve en Dieu. Tout ce qu'on fait à l'extérieur dans la carrière, c'est vraiment pour donner de la force à ce socle qui est la famille. Donc, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Voici, in a nutshell, tout ce que nous faisons en termes d'entrepreneuriat, en termes de projets, en termes de services. Donc, quand vous avez besoin de faire une stratégie sur le futur, sur votre business, sur votre vie, sur votre profession, bien, on peut vous aider à écrire ces plans stratégiques que vous allez suivre à la lettre comme un dashboard, comme un tableau de bord. Voilà. Merci beaucoup. C'est un Merci. plaisir. On vous remercie infiniment pour vos réponses et pour ces riches commentaires, ces riches informations qu'on reçoit de toutes nos panélistes et également de vous ce soir. Et on va poursuivre notre programme avec Madame Nicole Bondo-Moaka. Est-ce que Madame Nicole Bondo est avec nous? On va valider sa présence. Est-ce que Madame Nicole Bondo est avec nous? Oui, je suis là. Parfait. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Et nous allons commencer par vous présenter un peu votre background, donc votre parcours. Donc, Madame Nicole est canadienne, originaire de la RDC. Donc, elle est détentrice d'un baccalauréat en droit.
programme de Common Law en français, Université d'Ottawa, en 2015. Elle a aussi un baccalauréat en droit civil à l'Université de Kinshasa. Elle est gestionnaire de Carrefour des femmes familles, une organisation non gouvernementale qui existe depuis plus de 25 ans. Elle est passionnée du droit, de la justice, elle est défenseur des droits des femmes et des personnes vulnérables. Maître Nicole cumule plus de 25 ans d'expérience en leadership et management des organisations. Elle dirige et administre divers programmes au sein des Toges Noires. Elle est aussi professeure contractuelle en droit des affaires à la Cité collégiale et fondatrice du Centre de la petite enfance CAFEFA en RDC, donc au Congo. Elle est avocate en RDC et dans le processus de devenir avocate au Canada. Donc, très riche parcours, très riche background. Nous vous souhaitons la bienvenue et je vais passer la parole à Madame Julie pour votre séance de questions de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Priska. Madame Nicole, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de pouvoir passer dans notre plateforme. Comme vous le savez, aujourd'hui, on fait l'honneur aux femmes leaders. Et j'ai vu votre biographie. Vous avez fait 25 ans comme dirigeant d'une organisation non gouvernementale qui est le CAFEFA. Donc, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de créer votre organisme qui est le CAFEFA et si on va bien au Canada, les défis, quels sont les défis en tant que femme immigrantes dans une communauté où on est minoritaire. Donc, c'est quoi vraiment l'idée que vous avez, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise, à travailler dans votre propre compte? Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Femme africaine, femme audacieuse, femme de courage, femme sage, femme, je dirais, ambitieuse, femme déterminée, héroïne, eh bien, gardienne du temple, bonsoir. Tout le monde qui va suivre après cette séance, eh bien, salut. Merci Julie pour cette opportunité de me laisser parler aujourd'hui de mon parcours. Je suis modeste. J'espère que je vais être en mesure de me présenter et de parler de ce que j'ai déjà fait. Effectivement, ça fait plus de 25 ans que j'ai fini mes études en licence en droit à l'Université de Kinshasa. Donc, le Carrefour de Femmes et Familles est aussi un organisme immigrant. Donc, cet organisme a vu les jours en RDC depuis 1995. L'idée m'est venue justement parce qu'il y a aussi une des personnes fondatrices de cette structure qui se trouve là. Je vais la mettre en honneur, c'est Madame Claudine, qui est donc ma sœur. C'est d'elle qu'est partie cette idée et elle l'a transposée à moi qui étais encore en Afrique, en RDC pendant cette période-là. Et je venais de finir mes études en droit. Et là, entre le temps de trouver quoi faire, du travail par-ci, par-là, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et c'est comme ça qu'est partie cette idée. Mais laissez-moi vous dire, Mamie Esther a parlé d'une chose importante. Le socle de son travail, c'est la famille. Laissez-moi vous dire que le fondement d'une personne s'est construit dès la famille, dès la base. C'est là qu'on reçoit toutes nos valeurs. Donc, moi, déjà à l'âge de 8 ans, donc disons des 8 à 18 ans, j'ai vécu à l'extérieur de ma maison. C'est-à-dire, j'ai été envoyée loin de mes parents pour des raisons d'études, à l'internat, et de là, j'ai commencé à construire ma personnalité. J'ai commencé à construire mes traits sociaux. J'ai donc commencé à construire ce que j'étais en tant que personne et ma vision du monde.
j'ai développé mon sens d'autonomie, d'indépendance, parce que je devais me débrouiller. J'étais trop jeune au milieu des adultes. Donc, je devais créer mon espace et essayer de me protéger. C'est là aussi que j'ai eu ce sens de responsabilité. Il fallait que je puisse être en mesure de prendre soin de moi-même, de bien encadrer mes biens pour que les autres ne puissent pas les voler, le sens d'organisation, le respect des délais et des échéances, c'est-à-dire que si vous allez au réfectoire, on vous dit que vous allez manger pendant 10 minutes, eh bien, vous devez manger pendant cette période-là de 10 minutes. Si vous devez prendre une douche, c'est 5 minutes, eh bien, vous devez vous organiser dans les 5 minutes pour être prête, bien habillée. Donc, tout est parti de la base. Donc, avec ça, j'ai eu maintenant mes valeurs que j'ai construites, la liberté, le respect des échéances, le sens d'organisation. Quand j'arrive à l'âge de 18 ans, je suis envoyée à l'université. Je continue à développer mes connaissances, mes habiletés, mes aptitudes. Et à l'université, je me souviens, j'étais même gestionnaire ou maire d'une résidence des étudiantes, le Home 80. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient quand on est adulte. Moi, j'estime que c'est dès le bas âge. Et quand j'ai fini en 1995, avec l'idée de, je l'appelle toujours mon mentor, mon appui, ma sœur, je me suis lancée. Je ne voulais pas faire la magistrature. J'ai été nommée magistrat du parquet de Calamon. Avec l'indépendance, la liberté que j'avais, j'ai dit non, ça ne marchera pas avec moi. Je ne veux pas être conduit par quelqu'un. Je veux être moi-même la personne qui va diriger et qui va conduire ma vie. J'ai choisi les barreaux parce que le barreau, c'est l'indépendance, c'est la liberté. C'est vous qui gérez ce que vous faites, vous gérez votre temps. Et c'est de là que j'ai pu intégrer le mouvement associatif congolais à travers le Touge Noir, qui est un organisme très bien connu de promotion et de défense de droits de la personne et de développement démocratique, avec son leader, sous le leadership de Maître Marie-André Mouila, aujourd'hui qui nous a quittés. Voilà, c'est là où j'ai commencé. J'ai fait de l'assistance, de la défense judiciaire. J'ai prêté serment au niveau du barreau et c'est comme ça que c'est parti. C'est là où j'ai acquis mon expérience au niveau de Touge Noir. Et peu de temps après, il y a eu quelques problèmes au niveau politique, parce que quand on est dans la défense des droits de la personne, la défense des détenus politiques, la défense de vulnérables, souvent en Afrique, c'est mal vu. Alors, on a connu quelques problèmes et nous avons été obligés d'immigrer. Quand on est arrivé ici, mes prédécesseurs l'ont dit, donc quand on arrive, c'est comme si vous n'avez rien, aucun diplôme. Vous devez reprendre à zéro. Quand je suis arrivée, j'étais têtue. J'ai dit, mais non, je suis licenciée en droit, je suis avocate, mais j'ai commencé à faire du télémarketing. Ah, mon Dieu. Je les faisais parce qu'il fallait vivre. Mais après un certain temps, les choses se sont améliorées. Il y a Laurent Désiré Kabila qui est arrivé, et puis son fils, et puis il y a eu le dialogue intercongolais. Mais pendant que j'étais ici, le carrefour de la RDC fonctionnait. Les Touge Noirs aussi fonctionnaient là-dedans. Donc, j'étais entre Kinshasa et de l'autre côté. Et en 2003, avec les dialogues intercongolais de Sun City, mon mentor était là-dedans. Donc, en revenant, eh ben, on a dit donc, il faut retourner en Afrique, continuer le travail. Je prends mes bagages, j'emballe tout, mes 3 enfants, paf, en RDC. J'arrive sur terrain, je continue, j'intègre mes organisations, toujours dans le mouvement associatif, parce que c'est ma passion. Je ne voyais pas qu'est-ce que je devais faire d'autre. Donc, je suis retournée après les dialogues. J'ai représenté donc le mouvement associatif, droit de la personne, au niveau de la société civile, la composante société civile au sein de la commission Vérité et Réconciliation, en tant que commissaire. Et là, je devais m'occuper de la section des crimes économiques et sociaux. Donc, tout ce qui avait trait au bien mal acquis. Donc, c'était moi la personne responsable.
Et là, je devenais encore, il fallait gérer le personnel, il fallait construire, élaborer le programme, parce que c'était la première fois qu'on avait une commission vérité-réconciliation. Et j'étais juriste au milieu de belligérants, donc des gens qui étaient là, excusez-moi, parce qu'ils devaient être là, parce que vous connaissez l'histoire des 1 plus 4, donc comment le partage du pouvoir était fait. Donc, j'étais juriste et les gens devaient se référer, dans la plupart des temps, à mon expertise. Donc, j'ai beaucoup travaillé au sein de la commission et malheureusement, comme tout le monde le sait, étant donné que c'était une commission composée de belligérants, donc tout le monde était là comme gendarme et essayait de couvrir sa composante. Et la suite, on sait très bien que la commission n'avait pas vraiment réalisé sa mission telle qu'on attendait. Mais je sors quand même avec des notions très intéressantes, la gestion des conflits, également le processus d'enquête, des investigations. J'ai eu des formations en Afrique du Sud, des formations au Nigeria. On a eu beaucoup de formations qui a renforcé mes capacités, qui m'a donné encore une ouverture d'esprit et beaucoup plus de domaines dans lesquels je pouvais m'aventurer. Donc, je quitte la commission Vérité et Réconciliation, je retourne au sein de la société civile et là, je tombe sur un contrat avec le ministère des Genres et Familles pour élaborer la première mouture de la loi de mise en œuvre de la parité en RDC. Il y avait donc un consultant de la Monique, il y avait le professeur Jean-Louis Essambo, il y avait maître Guy Kalassi et j'étais la seule femme. Et comme j'étais entourée par des hommes, par courtoisie, on m'a laissé faire le travail. Je fais le travail et aujourd'hui, si vous regardez la loi de mise en œuvre de la parité en RDC, eh bien, il y a des éléments qui ont pu être retirés de ce que nous avons ici au Canada. Il y en a, eh bien, nous avons donné quelque chose à cette nation au niveau de la loi de la mise en œuvre de la parité. Nous avons quitté, nous sommes allés également travailler au niveau du collectif, j'appelle ça collectif, j'ai mis en œuvre un réseau de femmes, 44 organisations, pour recevoir toutes les femmes du monde à l'occasion de la Marche mondiale des femmes en RDC en 2010. C'est là où je me retrouverai en prison quelques jours avant que les femmes n'arrivent en RDC. Alors, je me suis retrouvée pendant une semaine, du 2 octobre au 6 octobre, soi-disant qu'il y avait des problèmes politiques, mais on devait peut-être essayer de m'écarter pour des raisons, je ne sais pas quoi, mais j'ai passé au moins 6 jours enfermée au niveau de la nerf. Alors, c'est une expérience. Quand on embrasse un domaine, il faudrait s'attendre à tout. Quand je sors de là, j'étais canadienne, et vous voyez l'habit que je porte. Cet habit, nous l'avions confectionné lorsque nous avons reçu, elle s'appelle la gouverneure générale Michaël Jean? Michaël Jean. Quand Michaël Jean est arrivé en RDC, donc toutes les femmes du mouvement associatif, celles qui étaient là, on était habillées comme ça pour représenter à la fois la RDC et le Congo. Ça, c'est mon habit de combat. Quand je porte ça, ça me donne d'autres énergies pour continuer à faire mon travail. C'est ainsi qu'en sortant de la prison, je dirais soit de cette arrestation, parce que ce n'était pas légal, mais c'était dans un lieu caché. Il y a eu beaucoup de pression au niveau international, tout ça, des organisations de droits de l'homme, et les politiques en place n'ont pas pu me retenir longtemps. J'ai été lâchée et mon gouvernement, le Canada, a jugé bon que je revienne ici au pays. En revenant, eh bien,
J'avais juste mon diplôme de licence. Au début, je ne voulais pas faire mes études. Mais là, je reviens de nouveau. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes les façons? Parce que j'aime la justice, j'aime le droit, je retourne aux études. Je viens ici à Ottawa, j'inscris mes enfants à l'école et chaque fois quand je partais déposer mes enfants à l'école le matin, je voyais la faculté des droits. J'ai dit, mais finalement, aujourd'hui, je vais entrer. Je ne connaissais personne dans la faculté des droits. Il faut avoir du courage. Je suis entrée dans la faculté des droits. J'ai dit que je suis défenseur des droits de l'homme. Je fais le tour. Je vois quelque part, c'est écrit centre, en tout cas, il y a centre des droits de la personne au 5e niveau, à côté de la bibliothèque de l'université, faculté des droits. 5e. J'ai dit, OK, je vais entrer, je vais trouver la directrice de ces centres. J'entre. À l'époque, c'était Madame Claire Lamarche. Elle me reçoit. Je raconte mon histoire, je raconte mon parcours. J'ai dit, je veux faire le droit. Elle dit, tu veux faire les droits? Moi, je dis, oui, je veux faire les droits. Mais comme vous le savez, ici à l'université, pour avoir une inscription, il faut avoir des références. Il faut avoir des mentors, c'est-à-dire des gens qui vont vous accompagner. Alors, la dame a fait la lettre, a fait une lettre de référence pour moi. Il y avait aussi un avocat de la communauté que je connaissais, qui était un aîné à la faculté ici, qui a fait aussi une lettre de référence. C'est comme ça que j'ai introduit mes 2 lettres à la faculté des droits et j'ai été acceptée. J'ai fait mes études, j'ai fait mon bac en droit. Pourquoi je le fais? Parce que je voulais aider ma communauté qui était ici présente et je voulais également apporter une pierre dans l'édifice qui est celle de la communauté africaine et congolaise d'ici. J'ai fait mes études en droit, je finis. Et pendant que je faisais mes études en droit, le Carrefour fonctionnait, les Tojnois fonctionnaient et on travaillait à distance. À l'époque, c'était un peu difficile, mais avec le téléphone, ça marchait très bien. Quand j'ai fini mes études, eh ben, ça devient le moment le plus difficile, comme vous le savez, avec notre couleur de peau et avec la langue, parce que j'ai fait la common law en français. Je ne voulais pas faire le droit civil parce que c'est ce que j'avais fait donc, dans mon pays d'origine. Donc, il fallait maintenant faire un stage. C'est là où je me trouve bloquée. C'est là où je me trouve bloquée. Heureusement, lorsque nous sommes arrivés, au niveau de la faculté, nous avons été très bien encadrés et on avait créé un programme pour aider les étudiants immigrants à intégrer le marché de l'emploi. On a créé un programme qu'on a appelé « Programme des pratiques en droit ». C'est-à-dire, on a fait un cabinet simulé où nous pouvions faire notre apprentissage pratique dans un cabinet simulé. C'est ce qu'on a fait pendant 1 année. Donc, après ça, nous devions maintenant passer, ça c'était parmi les étapes pour faire son examen d'accès au barreau ici. Donc, on a fait cette étape-là et puis nous avons également travaillé au niveau de la Commission des langues officielles du Canada. On a fait notre stage et maintenant, nous sommes dans le processus d'accès au barreau. En attendant le processus d'accès au barreau, on n'est pas resté bras croisés parce que nous avons mis sur pied le Carrefour de femmes et familles ici au Canada. C'est là où je suis, c'est ici que se trouve le Carrefour de femmes et familles. Et notre but, c'était, comme je l'avais dit, aider les personnes qui étaient marginalisées, discriminées comme moi, à cause de leur identité culturelle, à cause de la langue, à cause de la race, à cause de leur difficulté, par exemple, à trouver de l'emploi. Cette discrimination-là, on devait les aider. Et nous avons dit que non seulement ces gens-là, il faudrait les aider, ces gens ne devraient pas seulement être 2 Congolais, mais nous avons élargi à d'autres communautés pour intégrer les communautés africaines francophones, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Nigériens. Le Niger, il y a l'autre, pas Nigeria, mais je pense qu'il y en a un pays francophone, donc Brazzaville, on a Mauritanie, donc des pays francophones pour notre objectif, soulager la pauvreté et la faim, promouvoir l'éducation et l'accès aux soins de santé, également l'égalité des sexes et surtout l'autonomisation des femmes, des personnes vulnérables. Donc, aujourd'hui, au sein du Carrefour des femmes et familles, ce qu'on a fait, nous aidons la communauté à remplir leurs obligations fiscales. C'est-à-dire, chaque année, nous tenons des cliniques d'impôt
des cliniques qui sont gratuites pour le membre de la communauté. Nous donnons également de l'information aux parents. Nous allons chercher des ressources. Il y a quelqu'un qui a évoqué ici la question des ressources. Nous cherchons des ressources pour notre communauté et nous les apportons, nous leur donnons ça. Nous organisons des dialogues intergénérationnels parce qu'avec le programme de l'immigration, du parrainage des aînés, nos parents sont ici et nos enfants sont ici. Des fois, il y a un gap et avec ces programmes, ça nous permet de mettre ensemble nos parents et nos enfants pour qu'il y ait un échange des valeurs et également des cultures. Donc, nous les faisons. Nous organisons également des cours d'éducation physique pour les aînés. Si vous avez vos parents qui sont à la maison, qui veulent bouger, eh bien, nous avons des sessions d'éducation physique, des yoga pour les aînés, congolais ou africains. Donc, vous pouvez référer vos aînés. Nous organisons également des tutorats. Nous faisons également de l'aide à l'emploi. Nous aidons également à créer des entreprises. En tant que professeur de droit des affaires, donc c'est un domaine que nous maîtrisons bien. Donc, nous pouvons également aider la communauté, les femmes, à mettre sur pied leur structure. Donc, le Carrefour est là. Nous faisons également de la traduction. Nous avons un service de traduction. Nous prenons nos ressources qui sont en français. Nous les traduisons, excusez-moi, en lingala, en swahili, en kikongo, et l'autre langue, lingala, swahili, et chiluba. Donc, nous les mettrons d'abord pour l'instant en langue culturelle congolaise. Comme nous avons aussi d'autres communautés, nous allons être en mesure de le faire. Nous offrons des ateliers d'information juridique. Par exemple, avant d'être ici, on a offert un atelier sur la compréhension de la loi sur les systèmes de justice pénale pour adolescents. En tant que parents, c'est très important. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Du côté international, le Carrefour est là. On a un centre de la petite enfance du Carrefour des femmes et familles qui est ouvert aux personnes vulnérables. Nous sommes situés donc dans le quartier pauvre à Massina où nous recevons les enfants gratuitement. OK. Wow. Voilà. Madame Nicole, c'est intéressant votre parcours. Je pense qu'on va vous inviter une autre fois pour passer, nous expliquer vraiment qu'est-ce que vous faites, parce que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment bâtir une communauté de femmes africaines unies pour qu'on soit plus fort et pourquoi ne pas s'échanger des services. On se complète et vous avez vu dans la conférence, on a pris des femmes de différents domaines. Donc, merci beaucoup. On vous donne une petite pause, puis on va revenir vers vous pour que vous disiez votre dernier mot, parce qu'il nous reste juste 20 minutes. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Elle est mon coach aussi, parmi mes coachs qui me dirigent. C'est mon aîné. Donc, c'était pour moi un plaisir de vous honorer ce soir, la Journée internationale de la femme africaine. Nous avons notre dernière panéliste qui est Madame Henriette Wambo. Elle est d'origine, elle est camerounaise d'origine. Elle avait son assemblée générale aujourd'hui. Merci, Madame Henriette, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Fait que je vais laisser à Prisca. Bonsoir, Henriette. Oui, bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir à tous les panélistes. C'est un plaisir. On se retrouve après le confinement. Je suis contente de te revoir aujourd'hui. Fait que je vais laisser Prisca qui va lire votre biographie. Par la suite, on va passer à la période des questions. Merci d'avoir accepté d'être ici ce soir. C'est un plaisir. Alors, donc, bonsoir encore, Madame Wambo, Madame Henriette Wambo. Nous sommes très honorés de votre présence et on voulait un peu parler de votre parcours. Vous êtes née premièrement au Cameroun et vous êtes au Québec depuis 2012. Vous êtes détentrice d'une maîtrise en droit. Et notamment, vous avez fait vos études à l'Institut international des assurances ainsi qu'à l'Institut panafricain de développement. Et au Cameroun, vous avez créé une association d'entraide au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez et vous avez milité dans diverses organisations de défense des droits de l'homme. Au Québec,
Vous êtes impliqué au conseil d'établissement de l'école secondaire de Saint-Laurent, au comité régional des parents du Nord de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ainsi qu'au conseil d'administration de la 3e avenue. Vous avez par la suite cofondé Dernière Demeure Internationale, qui est un organisme sans but lucratif qui soutient les familles en deuil. Alors, donc, Madame Wambo, vous êtes mère de 4 enfants et vous résidez à Gatineau et vous êtes très, très impliquée dans votre communauté. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. Merci beaucoup. La parole à Madame Julie pour votre séance de questions de ce soir. Merci pour la belle présentation. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Je ne t'entends pas, Julie. Le micro est coupé. Allô, ça va bien? Vous m'entendez maintenant? Oui, là, c'est parfait. OK. J'ai eu un petit problème de connexion. Donc, la parole va être à vous maintenant, Madame Henriette. On voudrait savoir, Madame Henriette, elle est fondatrice, cofondatrice de Dernière Demeure Internationale. On voudrait savoir un peu comment vous vous êtes arrivé à l'idée de créer votre organisme et quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que femme et en premier et aussi en tant qu'immigrante en deuxième. OK, merci Julie. Je vais commencer d'abord par dire comment. Nous sommes des immigrants afro-canadiens et on vit les mêmes réalités. On vit les mêmes réalités. Nous nous sommes mis ensemble pour créer DDI qui apportent du soutien aux familles qui sont en deuil. La politique des DDI, c'est quoi? On se met ensemble, on est nombreux. Quand il y a un besoin, un décès dans la communauté, DDI, c'est-à-dire le groupe de personnes qui sont mis ensemble, chacun apporte une contribution pour constituer un capital qu'on remet à la famille endeuillée. Alors, pourquoi on est arrivé à ce niveau? On sait très bien que la majorité des immigrants ici la majorité vit dans la précarité. Les revenus sont insuffisants. Et nous avons une obligation coutumière, quand il y a un cas de décès, de ramener le corps vers les proches en Afrique parce qu'ils attendent toujours pour faire le deuil. C'est la majorité. Alors, on a donc pensé, la majorité également ne détient pas des arrangements, des préarrangements funéraires. Donc, lorsqu'une situation comme ça arrive, c'est de la débandade dans la famille, ça coûte énormément cher. Même s'il faut faire l'enterrement ici au Canada, la famille a encore ce fardeau de pouvoir louer de l'espace et le payer, sinon incinérer. Et nous savons très bien qu'incinérer ne fait pas partie de nos mœurs. Donc, c'est fort de cela, des cas qu'on a vécus, on a donc mis sur pied cette organisation, cette structure. On a pensé que mettre sur pied une plateforme où chacun peut aller s'inscrire. Et lorsqu'il y a un cas, dans ce réseau, on lance l'information et chacun apporte une petite contribution pour qu'on puisse aider la famille endeuillée. Alors, lorsqu'on a lancé, on était, je peux dire, moins, mais aujourd'hui, on a déjà atteint un 3 000, 3 500, ce qui fait que la contribution qui était de 20 $ au lancement est à 2,69 $ aujourd'hui. Donc, quand il y a un décès, c'est 2,69 $ que chacun donne et puis on a 10 000 $ pour remettre à la famille. La vision vraiment des membres fondateurs, et puis c'était de développer ce beau projet afin qu'au-delà de l'assistance funéraire, on puisse offrir d'autres services à la communauté. Donc, on n'entend pas se limiter uniquement, on veut innover auprès de nos communautés en développant d'autres services. Par exemple, l'accompagnement funéraire. On se rend compte même que
la majorité ne connaît pas quand il y a un cas de décès, ce qu'il faut faire, tant sur le plan procédural que sur le plan même de la pratique. Comment ça va se passer? Comment aller chercher une maison funéraire? Comment aller négocier l'entente? Parfois, on se fait abuser parce qu'on ne maîtrise pas le domaine. Donc, on est également là, on veut développer ce côté d'accompagnement pour arriver à offrir des services de préarrangement funéraire parfois pour certains qui en ont besoin, et surtout des personnes seules, qu'ils laissent des documents dans leur archive pour qu'on sache que voilà, il est à DDI, et s'il y a une situation, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est par rapport à tout ça que nous, on pense aller. C'est vers tout ça que nous, on pense à aller. Est-ce que, Julie, j'ai répondu à toutes tes questions? Oui, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup, Henriette. C'est vraiment intéressant d'apprendre ce que vous faisiez. Moi, personnellement, la première journée que je vous ai rencontré, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je parle toujours de vous, même à mes collègues de travail, en tant qu'immigrants, qui ont des parents ici. Vous savez, les assurances vie pour les parents, les personnes âgées sont extrêmement chères. Et vraiment, comme on dit, une communauté unie devient forte. Quand je vous ai rencontré, je pense qu'il n'y avait même pas 500 membres. Aujourd'hui, vous me parlez de 2000, combien? Actuellement, il y a 4151 adhérents inscrits et donc 3750 actifs. C'est ça. Parce qu'il y en a qui rentrent, d'autres qui disent, bon, ils désistent, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Wow. Parfait. Est-ce que vous avez un site Internet qui existe? Oui, on a un site Internet qui fonctionne 24/24. C'est le www.ddinternational.org. OK. Oui, parfait. Donc, allô? Oui. Allô, madame? Oh, OK, vous êtes là. Donc, parfait. Merci beaucoup, madame Henriette. C'était vraiment un plaisir. Mais maintenant, la deuxième question, je peux dire, en tant que femme dans un pays où vous êtes minoritaire, certainement, vous avez eu plusieurs défis à relever en tant que femme et aussi en tant qu'immigrante. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées quand vous avez créé votre organisme au début? C'était quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Est-ce que c'était difficile ou c'était vraiment facile pour vous de partir à bon point votre organisme? Oui, effectivement, Julie, en tant qu'immigrante comme toutes d'autres femmes, ça n'a pas été facile. On vit toutes les mêmes réalités. Je suis arrivée en mai 2012. Comme beaucoup, il fallait se lancer dans la recherche d'emploi. Et puis, c'était ardu. Des appels en entrevue sans jamais décrocher un boulot. On te dit tu es surqualifié, tu n'as pas d'expérience québécois. Et puis, à un moment donné, on retourne aux études. Je suis retournée aux études. On essaie de ramener son niveau en bas pour pouvoir décrocher rapidement parce qu'on a la pression de la famille. On est venu, moi j'ai immigré, je suis immigrante économique. J'ai immigré parce que je voulais offrir quelque chose de mieux à mes enfants. Je n'avais pas, comme Madame Nicole Laguerre ou bien quelqu'un qui me pourchassait du Cameroun. Non, je suis venue parce que j'ai choisi. Donc, arriver, ce n'est pas facile. On ne peut pas avoir un emploi, mais on a des enfants. Ils sont déjà adolescents. Ils voient que maman s'inquiétait. Au Cameroun, personne ne s'inquiétait. Maman, elle avait un bon poste, elle avait le travail, le pain, il y en avait à la maison, le loyer, tout était payé, il n'y avait pas de problème. Mais subitement, on est dans une famille où, à chaque moment, on vit, on a des difficultés pour payer son loyer, on a des difficultés pour... Alors, les enfants, on se rend compte que finalement, l'objectif, on risque de ne pas atteindre. Parce que quand on vient, c'est pour que les enfants fassent des bonnes études, qu'ils puissent être capables de gagner mieux leur vie. Mais quand tu te rends compte qu'à un moment donné, tes enfants veulent aller travailler dans les Mardona pour gagner $10 de l'heure et que la voie que toi, l'orientation que tu donnais, tu risques de le perdre, ça fait chaud au cœur. Alors, on est prêt à se jeter à l'eau et à faire accepter n'importe quel boulot pourvu que les enfants aillent à l'école.
C'est ainsi que je me suis retrouvée à accepter de retourner d'abord faire une formation en secrétariat que j'ai terminée et j'ai pu entrer à la fonction publique en tant qu'agent. Et puis, ensuite, je suis retournée aux études, faire un certificat en droit parce que mon objectif, c'était d'aller vers le barreau du Québec. Quand je me suis inscrite au barreau, j'ai eu des difficultés au niveau de la famille en ce moment où j'ai mis un terme. Je ne peux pas dire mettre un terme, j'ai arrêté temporairement. Et entre-temps, au niveau communautaire, on travaillait également au niveau communautaire, au niveau entrepreneuriat. Je suis là dans l'entrepreneuriat depuis le Cameroun, c'est-à-dire je suis fascinée par le milieu communautaire. J'aime aider le monde autour de moi tel qu'on m'a si bien présenté. Alors ici, j'ai abondé dans le même sens. J'ai rejoint des groupes. On a tenté de réfléchir comment faire pour pouvoir résoudre cette réalité qui se posait lorsqu'on était en association. C'est-à-dire, quand il y a un décès, c'est tellement énorme lorsque vous êtes 20 et que vous allez porter le fardeau de ramasser 10 000, 12 000 pour acheminer ce corps vers le Cameroun. C'était énorme. Alors, c'est de là où nous sommes partis. On a pensé de mettre sur pied quelque chose qui pouvait regrouper plusieurs personnes. On a commencé au sein de la communauté camerounaise, où on a développé ce qu'on appelle le RTN, le retour au pays natal, qui aujourd'hui regroupe plus de 25 000 Camerounais dans sa plateforme et qui, les décès sont couverts à des sous, c'est à moins d'$1 par décès, par contribution. Mais malheureusement, cette plateforme n'est pas ouverte à toute la communauté africaine. Pourtant, on a la même réalité. Donc, c'est fort de cela que Dernière Demeure Internationale est née parce que ça bouillonnait en nous. On trouvait que c'était injuste de ne pas ouvrir pour que le service soit offert à toute la communauté africaine ou bien à tous les Canadiens parce que tout le monde, même au Canada, on a des personnes qui sont incapables d'assurer leurs funérailles. On en a à DDI, on a un certain pourcentage de Canadiens de souche qui sont inscrits. Donc, c'était une réalité pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus. Donc, c'est comme ça que nous sommes partis. Alors, en tant qu'entrepreneur, se lancer, ce n'est pas facile, Julie. Il faut d'abord accepter l'acceptation du projet par soi-même, c'est-à-dire accepter de relever le défi. C'est quelque chose. On a le regard des autres. Parce que lorsque vous sortez de l'ordinaire, les autres te regardent avec des loups. On se dit, mais celle-là, où est-ce qu'elle s'en va? Elle pense qu'elle peut réussir. Est-ce qu'elle peut mettre tout le monde sous la table? Ce n'est pas facile. Et puis, c'est quand ça commence à marcher, les gens disent, ah, peut-être elle avait raison. C'est en train de marcher. On est capable de pouvoir ramasser tout le monde. Donc, c'est un peu ça, le défi qu'en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir accepter. Accepter, sortir de l'ordinaire. Accepter, faire ce que personne n'a jamais fait. Parce que c'est ça, on a l'habitude de toujours suivre ce que les autres font et puis on piétine, on se demande parfois pourquoi ça n'a pas marché. Mais également, il y a un autre défi qu'il faut accepter, accepter de tomber. Parce que quand on tombe, il faut être capable de se relever. Et quand on se relève, il faut être capable d'avancer. Et si on tombe, il faut toujours se relever et avancer. Au bout de la ligne, on va réussir. C'est ça. Merci, merci beaucoup, Henriette. Merci, merci. Je suis vraiment contente. Des superwomen qui sont autour de moi. Je vous applaudis, vous êtes braves. Comme il y a une chanson qui dit Superwoman. Il y a une chanson là, qui est un petit garçon qui chantait pour les femmes africaines. C'est notre journée. Nous avons célébré ça. On est rendu presque à 8 minutes de la fin de notre rencontre. J'aimerais ça que après la réunion, que j'ai vos informations, comme si vous avez un site internet ou de référence à donner, les gens qui vont nous écouter sur cette plateforme ou après, on va les acheminer avec vous. Comme vous le savez, le Centre des femmes immigrantes, c'est vraiment un organisme très bébé. Ça vient de naître il n'y a pas longtemps. Fait qu'à chaque fois que je reçois des femmes... Oh, ça coupe. Yeah.
On Je ne vais- t'entend pas, Julie. Oui, allô, ça va? Oui, là Non. maintenant, ça vient. Ah, ok. Donc, c'est ça. Après qu'on ait parlé, je me sens comme encouragée par vos mots et nous autres, on ne va pas abandonner, on continue aussi. Ce n'est pas facile. Je vais vous laisser quelques minutes, comme que chacun prend une minute de dire à une femme immigrante qui nous écoute aujourd'hui, c'est quoi votre dernier mot comme conseil que vous direz à la femme immigrante qui vient d'arriver dans un pays où elle n'a pas de repères? Parce que nous autres, notre clientèle, c'est la femme immigrante. On fait la sensibilisation et de l'accompagnement des femmes immigrantes qui arrivent dans le pays d'accueil qui est le Canada. Vas-y, comme vous êtes là, comme on vous donne à chacun, je pense, 1 à 2 minutes max. Parce qu'on est vraiment à la fin, ça risque de couper. C'est moi, Henriette, qui prend la parole? Oui. OK, merci. En fait, ce que je dirais à une femme, à la femme, en général, la femme immigrante, que dans la vie, il faut oser. Il faut oser pour réussir, être capable de prendre des décisions pour elle-même, pour sa famille et pour la communauté, s'assurer que l'idée que tu veux porter est une idée innovante, qui apporte quelque chose de nouveau, se mettre vraiment au travail, sortir de l'ordinaire et foncer. C'est ça qui est, peu importe les obstacles, l'adversité, et pour réussir, il faut toujours traverser les obstacles. Ça, c'est une évidence. Et lorsqu'on tombe, le plus extraordinaire, c'est de se relever et de continuer. C'est ce que je vais dire à la fin. OK, parfait. À la prochaine. Madame Nicole, vous êtes sur mute. Vous êtes sur mute. Moi, je vais rapidement, je pense qu'on va aller en ordre. On va commencer par la fin, puis ça va être beaucoup plus facile. Donc, ce que moi, je vais dire ici à une femme, vous devez être consciente de votre personne, de ce que vous êtes en tant que femme. La femme est une force et vous devez avoir l'estime de soi. Et deuxièmement, avoir une vision claire et objective de ce que vous voulez faire. Troisièmement, dans ces pays, il faut être intègre et crédible pour aller très loin. Et enfin, entourez-vous des mentors, de bonnes personnes, de bons collaborateurs. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Nicole. C'est apprécié. Mamie Esther, vous êtes là? À vous la parole. Je suis là, je pense que j'étais passée juste avant elle. Moi, ce que je peux dire à la femme, c'est, vous allez voir, dream, rêve. Continue à rêver et ne dors pas sans faire un pas vers la réalisation de tes rêves. C'est juste ça. Chaque jour avant de dormir, demande-toi qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour atteindre mon rêve. Parce que nous devons vivre nos rêves et non rêver nos vies. Et dès que nous posons les pas chaque jour, nous faisons la différence, nous y arrivons. Moi, le motto de ma vie, comme j'avais dit, c'est make a difference to matter. Ou alors, je me dis toujours learn and master. Quand tu apprends, tu finis par maîtriser. Alors, tout le jour, tout instant est une opportunité d'apprentissage, est une opportunité pour apprendre. Le plus on apprend, le mieux on devient et on va de l'avant. Donc, mesdames, vous qui nous entendez, sur Facebook, ici sur place, sur Zoom, n'allez pas vous coucher sans faire un pas vers vos rêves. Voilà. Merci beaucoup. J'apprécie, Mamie Esther. On a Grâce, j'imagine, la prochaine. Grâce, vous êtes là? Oui. Allô, oui. Tout simplement, croyez en vous et aimez-vous, tout simplement. Parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer comme vous désirez, en fait, quand vous aimez les mauvaises personnes et d'attirer les mauvais projets. Et sans vous, tout simplement, le monde n'existe pas. Donc, aimez-vous et croyez en vous. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Grâce. J'apprécie. Vraiment, merci d'être là ce soir. Et on passe à Nicole. Nicole, vous êtes là? Nicole Kabongo? Elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là? Allô? Allô, Nicole?
Votre dernier mot pour ce soir, les femmes immigrantes. Allô, je suis là. Oui, votre dernier mot. Ben oui. Allô, Nicole? Je les remercie. Oui, je suis là. Vous m'écoutez? Oui. Oui, je voulais remercier vraiment à toutes les femmes, à cette organisation. J'espère qu'on pourra encore travailler ensemble pour faire plusieurs de ces réunions. C'est lancé dans l'immobilier, c'est un choix, puis ça a aussi souvent beaucoup des obstacles, mais il faut pas laisser tomber, il faut juste continuer à surpasser tous les défis. C'est possible d'avoir une entreprise dans ces pays où nous nous trouvons. C'est possible d'atteindre des rêves. Donc, juste prendre l'avantage des opportunités qu'on a devant nous et continuer. Mais j'aimerais encore, même après, se connecter avec chacun d'entre vous pour continuer à collaborer ensemble pour avancer nos communautés. Merci à vous. Merci, Nicole. Et il me reste 1 minute. Je passe la parole à Madame Lucienne. Vous êtes là, Madame? Allô? Oui, je suis là. Je vais clôturer comme j'ai commencé. Aux femmes immigrantes, qu'est-ce que je dis? Je dis ce que a déjà dit Madame Wambo. Je les encourage d'oser, de prendre le risque parce que qui ne risque rien n'a rien. Le parcours est long, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Ne partez pas avec l'esprit du bénéfice au départ si vous voulez faire de l'entreprise. Comme tout un chacun, commencez, soyez précis dans le but doit être précis, générosité, partage, ce qui apporte plus de bonheur. Et faites-vous cette parole, chaque petit pas mène vers ton objectif. Gardez confiance, gardez espoir, protégez vos rêves et continuez d'avancer. Merci beaucoup. Je dirai amen à la fin parce que vous avez dit de très bons mots. Prisca, je te laisse clôturer la soirée. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous rejoindre sur cette plateforme. Merci beaucoup. Et c'est ça. Bonne soirée, bonne journée internationale de la femme africaine. Prisca, vous êtes là pour clôturer la soirée? Oui, absolument. Je tiens à remercier au nom du Centre des femmes immigrantes en action toutes nos championnes, toutes nos héroïnes, toutes nos leaders, toutes nos femmes d'action qui nous ont fait l'honneur de leur présence ce soir, de toutes les informations extraordinaires, ces échanges vraiment qui nous ont énormément enrichis. Nous avons été boostés, nous avons été encouragés. Merci infiniment pour ces réseaux de femmes qui sont en train de s'établir. Nous vous souhaitons une excellente soirée. On espère vraiment avoir d'autres rencontres aussi enrichissantes que celle-ci. Merci à toutes les femmes aussi, toutes les personnes qui se sont connectées pour suivre cette conférence en ligne, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Merci infiniment à chacun de nous soutenir, de soutenir le Centre des femmes, d'être présente à toutes nos interventions. Nous vous souhaitons encore une excellente soirée et on se dit à la prochaine conférence. Dieu nous garde tous. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bravo les filles, bravo les filles, bravo les filles.